je commence mon activité Ouais. mi-octobre, vraiment, fin novembre, je suis Beyoncé dans mon corps. C'est une certitude. Malgré mon obésité, j'étais la même qu'il y a un mois avec, mon obésité, mon manque de confiance en moi, maîtresse, mais cette méthode Coé, franchement, ça marche. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast, c'est parti! Il y a des rencontres qui vous attrapent par le cœur, des voix qui vous font rire aux éclats une minute et qui l'instant d'après vous laissent suspendus, les yeux humides. Margot fait partie de ces femmes-là. Avec elle, tout est vivant. Les mojitos d'une soirée sextoy, les confidences murmurées entre deux éclats de rire, et puis cette force immense qui vient de loin. Je reçois donc Margot, ambassadrice du bonheur, comme elle dit. Margot, c'est celle qui plante des graines de confiance chez les femmes, alors qu'il lui a fallu, elle, survivre à l'indicible. Bienvenue dans un épisode bouleversant et tout en contraste. Aujourd'hui, avec Margot, nous allons parler d'une soirée entre copines qui a changé une vie, d'une obésité qui servait de carapace et d'un passage piéton où tout s'est écrit. Attention, dans cet épisode, nous évoquons des situations violentes et traumatiques qui peuvent être difficiles à entendre. Alors prenez soin de vous pendant l'écoute. Bonjour Margot et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Margot, tu es une ambassadrice du bonheur, c'est ça? Exactement. C'est mon métier et je pense que même au-delà de mon métier, c'est ce que je suis. C'est ce que tu portes profondément. Ouais, tout à fait. J'aimerais qu'on commence par ton moment Petite Voix. C'est le titre du podcast et c'est aussi ces moments de bascule dans nos vies qui m'intéressent. Toi, ce moment Petite Voix, il a d'abord une résonance plutôt professionnelle quand tu avais une petite trentaine d'années? Ouais, c'est ça, oui, un petit peu moins de 30 ans. Ok. Du coup, j'ai travaillé dans l'immobilier, je travaillais également dans la finance. C'est des sujets qui m'intéressaient d'abord à titre personnel. Et puis après, j'aime bien un petit peu être dans les sujets un petit peu tabous. Au cours de cette activité professionnelle, à titre personnel, j'ai accueilli au sein de ma maison, avec mes copines, une soirée de vente à domicile, de jouets coquins, de vente de cosmétiques gourmands, voilà, des choses qui ambiancent un petit peu la vie des célibataires et la vie des couples. Et justement, j'adore un peu bousculer ces sujets-là et montrer surtout que y a rien de tabou en vrai, qu'on peut parler de tout, qu'on peut parler d'argent sans être dans la démonstration, j'en ai pas, enfin, peu m'importe, et qu'on peut parler également de sexualité, de sensualité, sans être moi je suis la reine, je sais tout faire, ou je ne sais rien faire, vraiment
aborder ces sujets-là, je le souhaite, et c'est ce que je fais, avec le plus d'humour possible. Et puis je trouve que s'il y a bien un terrain sur lequel on peut être léger, c'est bien celui de la sexualité, a priori, non? Même à mon sens, c'est vraiment le sujet sur lequel on peut être léger et on doit être léger. Ça n'est que du plaisir. Mais ouais. Ça ne doit être que du plaisir. Qui n'a pas envie d'avoir du plaisir? Moi, j'ai envie d'avoir du plaisir tous les jours. Mais ouais. C'est une réalité. Le plaisir libère des endorphines. Oui, fait du bien à votre cerveau, à votre corps. Donc vraiment, ce sujet-là, amener les gens et les femmes que je côtoie ou les clients que je côtoie, c'est vraiment les amener à se dire qu'il faut ramener de la légèreté, du plaisir, du fun, du ludique. Peut-être aussi parce qu'on se sent un peu isolé. La sexualité, c'est quelque chose d'assez compliqué. Déjà, il faut se connaître soi-même. Ouais. C'est pas évident de se connaître. Alors déjà, on ne se connaît pas toujours bien dans ce qu'on a dans notre tête, mais alors du coup, connaître aussi le fonctionnement de notre corps. Transmettre ces informations au partenaire ou à la partenaire, qui, lui, du coup, ne nous connaît pas non plus. Mais Comme ouais. on n'est pas livré avec une carte, c'est un petit peu compliqué. Donc il y a quand même de la communication qui doit Ouais. s'instaurer. Tellement. Mais c'est très difficile de communiquer sur son intimité. Et moi, au travers de ce métier d'ambassadrice du bonheur, c'est ce que je fais. J'amène du lien et de la communication. Je te rappelle que là, on t'a laissé dans ton salon avec tes copines pour une soirée de découverte sextoy et compagnie. Exactement. Pas encore l'ambassadrice Je du suis bonheur. pas que t'es encore aujourd'hui. l'ambassadrice du bonheur, pas du tout. Donc Et comment tu te retrouves à organiser ça? moi, j'étais dans une période où j'avais très peu confiance en moi. C'était très compliqué. Du coup, j'étais en surpoids, voire même en obésité. J'étais célibataire. Je rêvais d'un mari, je rêvais d'enfants, je rêvais d'une famille. C'était dur. J'étais plutôt dans la tristesse, du coup. Donc cette soirée, elle m'apparaît comme une bonne opportunité à la base de m'amuser. Déjà, de me changer les idées, de rigoler entre amis. Voilà, c'était le but principal. Et puis, peut-être d'aller m'équiper de quelques accessoires ou de choses qui allaient pimper ma vie de célibataire et me faire du bien au corps pour me faire du bien à l'âme. C'était vraiment cette idée-là. T'avais quel rapport à la sexualité à ce moment-là? C'était compliqué parce que je me connaissais pas vraiment et ces longues périodes de célibat et sûrement aussi des mauvaises rencontres, malheureusement, des hommes qui ne me valorisaient pas, qui n'étaient pas bienveillants avec moi, ont fait qu'à chaque fois, du coup, un peu plus entre ça, mon obésité, le manque de confiance en moi, j'étais vraiment recroquevillée. C'est-à-dire que cette notion de plaisir, elle ne me parlait pas, comme si mon corps, en fait, ne méritait pas. Cette soirée se passe, c'est ludique, on s'amuse, mais même si c'était difficile ce que je traversais en tant que femme, j'ai toujours eu un tempérament quand même tout feu tout flamme. On très l'entend expressif. déjà là. Voilà, j'étais quand même toujours dans l'amusement. Je prends finalement un petit peu le pas sur l'ambassadrice du bonheur, sur celle qui était là et qui était censée animer du coup cette réunion, puis qui peut-être était un peu plus timide et présentait ses produits. Elle l'a fait très bien, mais moi j'amenais, alors je rigolais, je rebondissais sur chaque chose qu'elle présentait, je voulais amener du fun. Et à la fin de cette soirée, chacune de mes invitées va passer commande dans une pièce à part. Et puis vient le passage de l'hôtesse, donc moi, la personne qui reçoit, et on touche en fait à un pourcentage du chiffre d'affaires que la personne a réalisé, qu'on va déduire en fait de notre propre facture d'achat. Cette ambassadrice m'annonce que je vais pouvoir déduire, il me semble que du coup c'était 120 € d'achat, que je trouve le montant fou. J'étais très contente, j'allais pouvoir me faire plaisir, faire plein d'achats. Et du coup, je lui pose la question, je lui dis, mais si j'ai 120 € de cadeaux, ça veut dire que tu as vendu pour combien de marchandises? Donc elle me dit, là, je pense que c'était plus de 1000 €. Donc je me dis, bien, et je mets quand même déjà une petite voix dans ma tête en me disant que je ne suis pas totalement exempt de la responsabilité de cette belle vente, du coup, dans le fait que j'ai ton énergie. Finalement, mon énergie, du coup, a aussi poussé les filles à être dans une énergie, dans une volonté de consommer, si je puis dire. Et donc, je lui demande, quand elle m'annonce ce chiffre, je lui dis, mais du coup, alors toi, t'es reparti avec combien dans ta poche? Et donc, je pense que sur ces marges, on devait être aux alentours de 200 €. Donc, je lui dis, donc là, soyons clairs, tu viens de passer une soirée avec des filles d'une superbe humeur, qui avec une envie, c'était s'amuser, à boire des mojitos et des Sex and the Beach, à manger des gâteaux, parce que généralement on fait des buffets un petit peu coquins pour ce genre de soirée. Donc des gâteaux avec des formes du coup de phallus,
ou des petits muffins avec des formes de poitrine. Et tu viens de me dire que là, voilà, les 4 heures sont passées et que tu repars avec 200 euros dans ta poche. Eh bien, à ce moment-là, je l'ai regardé, je lui ai dit, eh bien, c'est ton métier que je veux faire. Parce que moi, je veux faire ça. Moi, je veux parler à des femmes, je veux être dans une énergie positive, je veux que cette énergie, elle me nourrisse tant qu'elle nourrisse les autres. Et en plus, du coup, gagner ma vie avec cette activité. Voilà, je pense que là, j'ai fait la rencontre du métier qui me convenait. Une évidence au-delà du fait de dire j'ai envie d'être dans une énergie positive, mais une évidence que ce métier-là va me transformer moi. Là, à ce moment-là, tu étais dans l'immobilier? J'avais fini mon cursus d'immobilier, j'étais dans la finance, j'étais agent général. Donc je prenais ma petite valise tous les matins et j'allais démarcher mes clients, souvent des professions libérales. L'idée, en tout cas, était de préparer leur retraite, d'anticiper des sorties d'argent qu'ils pouvaient avoir et leur faire gagner de l'argent sur l'argent qu'ils gagnaient déjà, mais du coup, augmenter en fait leur gain financier. Voilà, c'était ça. J'adorais le fait d'aider les gens à gagner de l'argent. Donc j'avais vraiment un sentiment d'utilité, mais soyons clairs, du coup, il me manquait le côté fun et ludique. Et comme je pense que la vie est bien faite et qu'elle met sur notre chemin les rencontres et les gens et les personnes qu'il nous faut à un instant donné, eh bien à ce moment-là, la vie a mis sur mon chemin cette ambassadrice, cette soirée et cette révélation du coup que j'ai eue. Je ne lâche pas tout de suite mon job. Ok. Je me lance parce que on peut faire les deux activités. C'était un métier principalement les week-ends. Oui. Donc en tout cas, pas sur des temps où j'exerçais mon métier dans la finance. Ok. Donc j'ai continué comme ça à faire les deux. Pendant Donc, combien de temps? Pendant, je dirais, 1 an et demi peut-être. Ok. Et quand tu as commencé à animer tes premières réunions, est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé? Comment toi, tu te sentais dans ce rôle-là? J'étais stressée pour les premières, Ouais. c'est normal. Du coup, c'est déjà une prise de parole en public, un public qui ne nous est pas forcément acquis. Généralement, au moins, ça c'est la chance, c'est un public qui est toujours dans une belle énergie positive. Et ouais. C'est les femmes qui nous appellent pour venir dans l'intimité de leur foyer. Donc ça, c'est vrai que ça rassure. Oui. Mais c'est quand même impressionnant de prendre la parole sur cette thématique-là. Sur lesquels tu te sentais en plus pas complètement encore légitime, j'imagine. Exactement. Sur lesquels dire aux femmes ayez confiance en vous, sentez-vous belle, alors que pour vous-même, c'est pas ancré en vous, c'était compliqué. Mais finalement, c'est la vraie méthode Coué. Plus je faisais des soirées et plus je disais à ces femmes de se sentir belles, plus du coup je me sentais belle. Plus je leur disais d'avoir confiance en elles, plus du coup j'avais confiance en moi. Et vraiment, c'est un métier qui m'apporte autant que ce que moi j'apporte à mes clientes. Il y a une vraie réciprocité dans l'échange. Je sais qu'elles ne le réalisent pas souvent. Je sais qu'elles disent de moi que oui, voilà, je suis là, je viens planter des graines et je sème du coup des petites graines du bonheur et que je sais que ça va pousser, alors plus ou moins longtemps, on s'en fiche, il n'y a pas de temporalité là-dedans. Mais je crois qu'elles ne sont pas conscientes à quel point moi, je suis reconnaissante en fait de leur présence aussi dans ma vie parce que ce qu'elle me renvoie, je le prends complètement et je l'intègre complètement. Et cette répétition, plus je travaillais, plus je faisais de soirées, plus ça devenait complètement ancré en moi. Le discours d'avoir confiance, de se sentir belle, de se sentir capable, de se dire que ouais, on va tout déchirer. Ouais, on est forte. Oui, on peut y arriver. Les produits que je vends, c'est la cerise sur le gâteau. En vrai, le gâteau, c'est moi. Et vraiment, je pense que ça fait écho. Et c'est d'ailleurs, je pense que pour ça que je dure depuis si longtemps dans ce métier. Rares sont les personnes qui font ça à temps complet et qui en vivent. Et pour le coup, c'est aussi pour ça que moi, tu vois, ça fait 15 ans que je fais ça. Je m'inscris dans la durée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles le sentent, mes clientes, et elles le savent. Moi, je ne suis pas une vendeuse devant l'Éternel. Moi, ce que je suis, c'est leur petite planteuse de graines. C'est ça que moi je suis. Moi, je suis leur coach. Moi, je suis celle qui vient leur dire qu'elles doivent avoir confiance en elles, qu'elles peuvent le faire. Et je suis celle qui leur dit qu'elles doivent s'identifier à moi et qu'elles peuvent s'identifier à moi. Je suis une femme lambda. Je suis comme elles. J'ai la même charge mentale qu'elles. Je vis la même pression de la société sur ce qu'une femme devrait faire. Il faut être une parfaite maîtresse. Il faut bien tenir sa maison, faut être une super maman, faut être une bonne professionnelle. Les injonctions, on en a des tas et on en reçoit tous les jours de tous les côtés. Et encore plus quand on est une femme. On peut parfois plier sous le poids de ces injonctions tellement elles nous paraissent lourdes. Bien sûr. Il y a aussi quelque chose d'assez fort chez les femmes, c'est qu'on a aussi une très forte capacité à se mettre en jachère très facilement. C'est-à-dire que quand tu ne donnes pas du plaisir à ton corps,
ton corps, très vite, ne va plus t'en réclamer, ne va plus ressentir ce besoin. Ça s'éteint, en fait. Ça s'éteint complètement. Tu éteins ça en toi. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS qui dit qu'il faudrait avoir un orgasme par jour parce que c'est libérateur d'endorphines, c'est libérateur de tellement de choses du coup à l'intérieur de soi qui vraiment nous positif. C'est vraiment la méthode Coué. C'est vraiment répéter à ces femmes qu'elles étaient capables, qu'elles étaient belles, qu'elles étaient même des bombes. Voilà, c'est mon mot. Hein. Vraiment, elles sont des bombes. Elles ont le feu en elles. Elles ont le pouvoir. Elles peuvent décider. C'est elles qui peuvent impacter sur leur vie. Elles ont cette force-là, mais pour la majorité d'elles, elles ne soupçonnent pas. Plus moi j'avais ce discours, plus forcément il s'est ancré en moi. Alors, moi, je dis à mes clientes, le mantra pour lesquels je viens voir, enfin, mon métier d'ambassadrice du bonheur à la base, du coup, c'est celui-ci, c'est de leur dire, vous êtes des bombes. Donc, à chaque fois que je commence ma réunion, je leur dis, ben voilà, c'est déjà le premier travail que vous allez faire. C'est vous mettre devant la glace à partir de demain, pendant 30 jours. Et vous allez vous dire, je suis une bombe. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ah, le premier matin, Margot m'a dit de dire, je suis une bombe. Ben, je suis une bombe. Ouais, tu rigoles ou quoi? J'ai l'œil comme ça. Oh là là, hier, j'ai mangé une raclette. Oh, laisse tomber, du coup. Mais c'est pas grave. Votre cerveau l'entend, votre regard se pose sur le miroir, il y a déjà quelque chose qui se passe. Et vous persévérez. Et vous persévérez, ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien. Est-ce que ça te coûte quelque chose? Ça ne te demande pas plus d'énergie que de te dire en passant devant la glace le matin, oh, ça va être dur. Mais oui. Non, je te demande de sourire et je te demande de dire à ton cerveau et à toi-même que tu es une bombe. Je te garantis, sur facture, presque, alors que ça ne coûte rien, on est d'accord, que dans 30 jours, du coup, tu seras une bombe. Et c'est ce que tu as vécu, toi, du coup, à ce moment-là? C'est complètement ça. Je me transcende très rapidement. Vraiment, je commence mon activité mi-octobre, fin novembre, je suis Beyoncé dans mon corps. C'est une certitude. Malgré mon obésité, j'étais la même qu'il y a un mois, avec, mon obésité, mon manque de confiance en moi, maîtresse, mais cette méthode Coué, franchement, ça marche. Le regard que tu posais sur toi avait complètement changé. Exactement. Et quel impact ça va avoir dans ta vie personnelle, ça? Forcément, là, je pense que je me rends compte que là, je suis utile, ça prend un sens. D'un coup, je me dis, attends, ça marche chez moi, parce que j'étais un peu dubitative aussi au début. Vous savez, quand je commence, moi, à faire ça, je me dis, bon, je leur dis, oui, dites-vous que vous êtes... Bon. Et puis, ça marche, quoi. Donc ça y est, quoi. Je suis un petit peu genre, je suis la preuve vivante que c'est possible, quoi. Et donc là, je sais pas, je me sens investie d'une mission, quoi. Je me dis, là, mais il faut que je porte la bonne parole, quoi. Je veux dire, ça veut dire que c'est possible, ça veut dire que, regarde, c'est-à-dire que moi, du haut de mes 30 ans, ça faisait une petite quinzaine d'années que je galérais dans mon obésité, dans mon manque de confiance en moi, et ça bascule, et je me dis, mais attends, j'ai perdu 15 ans de ma vie, là. 15 ans de ma vie à me dire, je suis trop grosse pour plaire, je suis trop grosse pour avoir le droit au bonheur, je suis nulle, j'ai pas assez confiance en moi, je mérite pas du coup de toute façon d'être heureuse. Voilà les idées du coup qui pouvaient m'animer. Donc là vraiment, ça change du tout au tout. Et du coup, je reprends le pouvoir sur ma vie et notamment ma relation aux hommes. La relation avec les hommes, elle est particulière. J'ai toujours rencontré plutôt des hommes qui n'étaient pas bienveillants. Donc alors sûrement parce que on est une proie facile quand on est obèse déjà. C'est vrai. Quand on est gros, on est une proie plus facile parce que on sait que les personnes du coup en situation d'obésité, forcément manquent de confiance en elles parce qu'on ne correspond pas aux critères de la société. Alors est-ce qu'on est plus facilement vulnérable aussi, sûrement? Je pense que comme on a peur de finir seul, moi c'était mon cas, hein, je dis, il y a des gens qui veulent rester célibataires, il n'y a aucun souci là-dessus. Chacun doit trouver sa voie. Moi, en tout cas, j'avais envie d'avoir une relation et d'avoir des enfants. Je pense que le prédateur sait très bien percevoir la vulnérabilité. Moi, j'estime que du coup, le prédateur, c'est celui qui choisit une proie. Une proie pour le coup. L'obésité n'est juste que le reflet finalement de ma vulnérabilité. Donc du coup, il choisit sciemment une personne qu'il sait vulnérable. On ne peut pas l'ignorer. T'évoques quand même des situations extrêmement dures en tant que femme quand tu parles de ces hommes, de ces prédateurs, de ce rapport à ton corps. Est-ce qu'on peut revenir peut-être aussi à la source de tout ça? Parce qu'il y a quand même des événements dans ton enfance qui expliquent la jeune femme que tu étais à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Donc, quand j'étais enfant, aux alentours de l'âge de 8 ans, j'ai été violée. Forcément, hein, c'est un trauma inimaginable. Et surtout, je pense, dans l'enfance, quoi. C'est vraiment très compliqué, hein, du coup, parce que là, on est
complètement démunis en fait face à ça. Je pense qu'on n'a pas non plus une capacité d'avoir une certaine clairvoyance pour comprendre ce qui nous arrive. Voilà, Oui, c'est un c'est peu une un tsunami, incompréhension. quoi. Ouais, Bien sûr, voilà. évidemment. Littéralement, du coup, c'est un tsunami. Je réalise aujourd'hui que comme ce viol, du coup, m'a positionnée et m'a placée dans une position de victime, et concrètement, en fait, que ma voix, ce que je voulais ou ce que je ne voulais pas, en clair, en fait, était niée. En clair, il y a une négation de ma volonté. C'est ça, en fait. Hein. Quand on est victime, du coup, c'est un moment, on nie la volonté que tu as ou non de faire quelque chose. Bien Voilà. sûr. Le prédateur, lui, décide que, du coup, il prendra ce qu'il a à prendre. Ok. Et donc, on nie ce que tu es. Là, à un moment, j'ai l'impression, je pense que je n'existe plus. Est-ce qu'à l'époque, tu as pu en parler avec tes parents Alors, est-ce que tu as à été entendue? Parce que justement, Oui, cet c'est ça. homme-là n'a rien écouté de toi. Ouais. J'en ai parlé avec ma sœur à l'époque, du coup, mais qui elle-même était jeune. Hein. Elle avait 5 ans de Oui. plus que moi. Donc, elle a pu accueillir ta parole, mais voilà, pas elle a pu t'accompagner. accueillir ma parole, mais pas Mhm. m'accompagner. Puis non, j'en ai pas parlé à d'autres personnes. Donc Eh je oui, suis ça restée. verrouille Voilà. également Et la donc ça parole verrouille. complètement. Exactement. Oui, Donc, pas du coup, que le corps d'ailleurs. Exactement. Vraiment, j'avais l'impression que, oui, je n'existais plus, en fait. Voilà. En tout cas, si du coup ma parole n'est pas entendue, effectivement, je suis niée dans ce que je suis. Si on me nie dans ce que je suis, alors qui je suis? En fait, parce que je ne suis personne ou je ne suis rien. Plutôt comme ça que ça se jouait. Dans l'enfance, j'allais dire. Parce que du coup, dans l'enfance, évidemment, il n'y avait pas de rapport à la sexualité, à la Bien sûr que non. sensualité. Puis après, du coup, il y a eu un autre phénomène. Donc ça, j'ai traîné ça dans mon enfance. Puis après est arrivée l'adolescence. Donc là, forcément, l'adolescence, c'est normalement les premiers émois, les premiers rapports à Oui. son corps, à la confiance, normalement aux premiers petits amis. Mais clairement, j'étais toujours une victime. Et clairement, j'étais toujours niée dans ce que j'étais. J'étais consciente de ça. Enfin, en tout cas, je croyais, ce viol avait ancré en moi, en tout cas, l'idée que je ne serais jamais entendue, je ne serais jamais écoutée. Il fallait bien que je me protège. Ça veut dire que j'étais dans un monde où, à mon sens, il y avait des prédateurs, vu que j'en avais rencontré un, que je n'étais donc pas du tout à l'abri de ne pas en rencontrer d'autres, et que ces prédateurs, du coup, arriveraient toujours à leur fin, parce que, je suis une victime et qu'ils me niaient dans ce que j'étais. Donc finalement, je retombais demain sur un prédateur, du coup, il allait m'arriver exactement la même chose, on ne m'aurait pas écouté, et du coup, j'allais à nouveau me faire agresser. Tu étais ni en sécurité, tu étais Exactement. en hypervigilance. En hypervigilance. Et du coup, pour calmer cette hypervigilance, parce que c'est très épuisant d'être comme ça, c'est très lourd aussi moralement, du coup, d'être comme ça, je me mets à manger. Alors à la fois, je me mets à manger pour remplir, visiblement, ce corps qui n'existe pas, qui a été nié, donc pour me donner le sentiment d'exister. Plus j'allais grossir, plus j'avais l'impression d'être visible. De prendre une place qu'on m'avait du coup reniée. enlevé. Et puis, il y avait le deuxième effet qui avait pour but de faire baisser mon hypervigilance, c'est le fait que plus j'allais grossir, moins j'allais attirer le prédateur. En tout cas, c'était le raccourci que j'avais fait dans ma tête. Oui, ok. Je me disais, finalement, à choisir dans la rue, du coup, si un prédateur est là et qui croise deux personnes, il me choisira pas moi. Hein. Il ira choisir celle qui fait un 36 et qui est toute pimpante. Mais moi, celle qui porte des choses amples, longues et puis qui est obèse, du coup, hop, je passerai un petit peu au travers des gouttes. Là, ça m'arrangerait presque. Là, on ne me voit pas. Donc, voilà le ressort psychologique que je mets en place complètement inconsciemment. On a commencé notre entretien sur une note extrêmement légère et tout d'un coup, on comprend que les racines de cette légèreté-là, elles sont dans quelque chose d'extrêmement traumatique et que tu en as fait quelque chose. Je pense que je sais, parce qu'on en a parlé ensemble avant, il y a un autre événement traumatique qui va aussi faire la femme que tu es aujourd'hui. Exactement. Donc à l'adolescence, donc là j'avais 15 ans, adolescence un petit peu plus prononcée, je perds mon papa qui choisit de se donner la mort. Il avait ses propres difficultés, il a été submergé à un moment qui fait que on se dit je peux pas m'en sortir. À ce moment-là, je pense que c'est vraiment toute la particularité du suicide, c'est que à la fois on est dans un acte complètement désespéré, à la fois un acte très égoïste, il faut le reconnaître, parce que on laisse, je sais qu'on veut mettre fin à sa peine parce qu'elle est trop insupportable, mais on laisse sur le carreau tous ceux qui, eux, restent du coup. Puis à la fois, il faut aussi énormément de courage, parce que je veux dire, c'est se donner la mort, choisir
de la mort. Enfin voilà, il faut quand même sacrément de courage. Donc il y a toute cette dualité-là qui se met en place à ce moment-là, dans l'adolescente que j'étais, qui déjà était relativement mal en point. Et je rajoute donc à ça, à son décès, le fait déjà d'avoir été niée dans mon enfance, le fait d'essayer de trouver une place et en même temps de me protéger via, entre guillemets, mon obésité. Et là, je rajoute à mes 15 ans, l'abandon. Parce que là, Eh oui. littéralement, il me laisse au bord de la route. Et c'est dur, forcément, c'est dur. Et je lui en veux aussi parce que, au-delà de cette petite stratégie que mon cerveau a mis en place de manger pour, du coup, grossir et à la fois prendre une place et à la fois me protéger des prédateurs, je pense que très tôt et très jeune, après ce premier trauma, il y avait toujours une petite porte de sortie dans ma tête qui me disait, si je ne m'en sors pas, si vraiment la vie c'est ça, si j'arrive pas à dépasser ce trauma, j'aurai le choix, je peux quand même avoir le choix et je pourrais choisir de mourir. Et j'avais vraiment ça un petit peu quand tout était trop dur, je me disais voilà, si vraiment demain c'est encore trop dur, si vraiment après-demain c'est encore trop dur, du coup c'est quand même cette possibilité qu'on a quoi. Je veux dire forcément quand il l'a fait avant moi, parce que c'est littéralement comme ça en fait que je l'ai perçu, il m'a condamné à vivre. Bon, ça, j'ai mis assez longtemps à le digérer. Alors, quand je dis condamné à vivre, on pourrait se dire, après tout, je pouvais toujours faire le choix, moi-même, du coup, de m'ôter la vie, si je voulais. Mais j'ai ma sœur, donc ma grande sœur, dont j'ai parlé avant. C'est la personne qui me connaît, c'est la personne que j'aime le plus au monde, avec mes enfants, bien sûr, mon mari, mais on comprend les liens ténus qu'il y a entre les frères et sœurs, ce lien fraternel. Elle sait tout de moi. C'est la personne qui me connaît depuis que je suis née. Donc, dire entre nous, il y a forcément un lien indéfectible. Il m'a condamnée à vivre parce que je ne pouvais plus faire ça. C'était pour elle. Je ne pouvais plus. C'était inconcevable de lui imposer à elle une seconde mort, surtout la mienne. Elle ne s'en serait pas relevée. Finalement, c'est là où, dans le suicide de mon père, finalement, je pense, vient mon salut. Le cadeau de la vie, en fait. Vient le cadeau de la vie. En vrai, c'est ça. À marche forcée, évidemment. Exactement. Parce que du coup, il me condamne à vivre. Donc du coup, j'ai pas le choix. Je vois se projeter devant moi 60, 70 ans qui me restent à tirer dans la vie. Et je me dis, mais mon Dieu, ça va être très compliqué. Je vais pas passer ma vie comme ça. Là, 70 ans encore, Margot, à tirer, quoi. Si tout va bien, si je suis à peu près en bonne santé. Je dis, mais je tiendrai pas. C'est pas possible. Alors du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Je vais être léthargique, je vais finir au fond de mon lit, je peux pas aller me cacher dans une grotte, je peux pas passer 70 ans dans une grotte. Enfin, je pense que de sa mort à lui vient à ce moment-là peut-être une certaine pulsion de vie. C'est-à-dire que comme il me condamne à vivre, il me condamne aussi et m'oblige à trouver en moi les ressources nécessaires pour transcender ma vie et la mettre à la hauteur de ce que j'en attends et à la hauteur de ce que je mérite aussi, probablement. Merci, le récit est hyper touchant, mais dans ton premier trauma, il y a vraiment ça s'apparente à quelque chose de l'ordre de la mort. Et là, le paradoxe du décès de ton père, c'est que ça réveille la vie, quoi. Ouais, exactement. Et donc, il y a cette intensité-là. Et ce que j'entends, c'est que du haut de tes 15 ans, enfin, il faut remettre le contexte. Oui, c'est ça. Une adolescente. Ouais. Donc, avec tout ce que déjà, on peut traverser Oui, de compliqué dans cette période-là, bien sûr. De compliqué. Ouais. Et là, il y a un truc, ce que j'entends, c'est, tu sais quoi, foutu pour foutu, je vais vivre. Et tant qu'à faire... Je vais essayer de bien vivre. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, du coup, l'énergie qui, à ce moment-là, me gagne. Hein, tu comprends qu'elle s'installe quand même un petit peu. J'imagine qu'il y a un process qui est beaucoup plus lent que tout ça. Voilà, bien sûr. Cas, c'est l'idée qui se définit. Parce que avant le process, c'est que je suis super en colère. Quoi. Je vis des années. Au moment du décès de ton papa. Et puis, même sur les années qui suivent, quoi. Je suis en colère contre lui, quoi. Il m'a condamné à vivre. Je lui en veux, quoi. Je lui en veux d'être parti avant moi. Je lui en veux de m'avoir enlevé ça. Là, du coup, c'est le summum de l'égoïsme. Tu vois, je suis même pas en train de dire. Ce qui m'énerve le plus, c'est pas qu'il m'ait abandonné. Ce qui m'énerve, c'est qu'il m'ait privé de ça. Enfin, je veux dire, voilà, c'est cette colère-là qui m'a animée. Ça dure assez longtemps quand même, parce que tu le redis, j'ai 15 ans. Donc, je suis obèse. J'ai quand même un très bon tissu social. Parce que je m'en tire toujours avec
cette énergie, cet humour. Les meilleurs clowns sont souvent les plus tristes. Oui. C'est complètement ça. Dire aussi, déjà, je pense que mon cerveau est déjà très conscient que si je le conditionne, en fait, j'illusionne les autres, mais en vrai, j'essaye de m'illusionner moi-même. Je reste plusieurs années dans une certaine forme de colère, toujours dans une position de victime, toujours à manger plus, parce que alors là, cette fois-ci, je comble aussi le vide de sa présence. Ben oui. Et puis alors, la nourriture, c'est terrible comme addiction, parce Ouais. que est en libre service, quoi, Mais partout. oui. Tu peux pas être raisonnable là-dessus. J'avais pas d'autre solution. Si tu veux, je pense que mon cerveau et moi, on se disait juste, bon, ok, on est condamné à vivre, on vit, on n'a pas le droit de mourir, donc on fait en sorte d'essayer de se sentir le mieux possible au travers du pire possible. Je sais pas trop comment ça se jouait là-dedans, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est défini, on va dire, de mes 15 ans à mes 20 ans, à peu Ok. près. Et certainement vers ces 20 ans-là, c'est là où tu vas aussi entrer dans une démarche de développement personnel et de Voilà. thérapie qui vont être Exactement. d'un grand recours pour, avec une telle histoire. On a quand même Exactement. besoin de compréhension. J'avais le sentiment de savoir quels étaient les deux gros points noirs, si je puis dire, de mon passé, qui engendraient la femme que j'étais devenue. Alors, au travers des psychologues, de psychiatres, de thérapies, acupuncture, sophrologie, je rentre dans une phase où, là vraiment, cette fois-ci, j'ai 20 ans, et là, je suis prête à me dire que, ok, je suis condamnée à vivre, la colère est passée, je ne suis plus en colère, il y a 70 ans à tirer, ils sont là, et objectif, comment on les fait au mieux, et comment on arrive à être heureuse malgré ça. Et forcément, il te faut l'aide de professionnels Ouais. pour conscientiser. Alors, parfois, parce que du coup, quand moi, je pose des mots MOT sur mes mots MAUX, bah du coup, entre ce que moi, j'ai ruminé dans mon intérieur et le sortir de ma bouche et le parler, il y a souvent parfois un delta qui est assez impressionnant. Alors que tu pensais que ton idée était super claire et que tu te rends compte que quand tu la sors, Tellement. on n'est pas du tout là-dedans. Pareil aussi, j'écris beaucoup. Je m'écris à moi-même ou j'écris Mhm. mon ressenti. Et parfois, alors, parce que parfois ça fait juste du bien de coucher sur le papier une idée, une douleur, un sentiment. Et puis, parfois aussi parce que, de la même manière que pour la parole, entre ce que je projette dans mon cerveau, ce que j'écris et à la relecture, eh bien, je m'aperçois de la dureté, de parfois un peu trop de complaisance ou avoir réécrit l'histoire dans une certaine sauce qui visiblement a l'air de me convenir du coup, mais qui n'est quand même pas tout à fait pas la réalité. Donc voilà, j'enchaîne un petit peu ces thérapies, ces rencontres, enfin, la vue avec ces professionnels. Je me lance dans un travail, mais c'est pas simple hein, d'aller ressasser le passé, de comprendre quel ressort psychologique tu as mis en place pour pouvoir du coup réussir à survivre en fait, tout simplement. Parce Ouais. qu'en fait, en vrai, je suis une survivante. Mhm. Ni plus ni moins. Mhm. Toutes les personnes qui sont victimes de trauma, du coup, sont des survivants. Mhm. Je veux dire, à un moment, on ne vit plus, on survit. On est dans une survie, littéralement. Et moi, je voulais apprendre à vivre. Je ne voulais plus survivre, je voulais juste vivre, en fait. Pas des grandes ambitions, mais je trouvais que vivre, c'était déjà pas mal, en fait. C'était vraiment juste ça, mon objectif. Et au fil de ces rencontres, bien évidemment, hein, tu prends conscience de beaucoup de choses. Je rencontre un psychiatre ou un psychologue, je ne sais plus, qui au cours d'une session, j'étais là, je disais, je suis hyper angoissée, mon permis c'est dans 6 mois, mais moi je suis nulle, je déteste conduire, je sais pas faire, je dis, mais ça va être la cata, je l'aurai jamais. Et il me fait une remarque pertinente en me disant, voilà, finalement, ces 6 mois où vous allez passer à vous angoisser, est-ce que ça changera la finalité? Est-ce que du coup, vous aurez plus votre permis ou vous ne l'aurez pas du coup au bout de ces 6 mois? Je dis, non, effectivement, ça changera rien. Et il me dit, si, ça changera quand même quelque chose. C'est le temps perdu et l'énergie dépensée à vous angoisser sur un truc pendant 6 mois sur Mhm. lesquels vous n'avez aucune prise. Et avec ça, cette remarque-là, j'ai compris l'importance à ce moment-là de s'ancrer dans le présent. C'est-à-dire de se dire que le passé fait partie de moi. Sans ce passé-là, je ne serais pas la femme que je suis. Oui, il ne s'agit pas de le renier. Il ne s'agit pas de le renier. J'ai appris à m'ancrer dans le présent et j'ai commencé à apprendre le pouvoir de la gratitude. Eh bien, aussi étrange que ça puisse paraître, sans ces deux événements traumatiques, je pense que je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Et presque, ou même presque tout à fait, eh bien, je suis reconnaissante de la vie. Elle m'a pas gâtée, mais au final, elle a su me gâter. Je pense que la vie m'aime d'une manière inconditionnelle, qu'elle nous Tu lui rends met sur bien. notre... Et je lui rends bien. J'espère que je lui rends bien. En tout cas, c'est le but. Et je pense que, voilà, il y a une certaine forme aussi de gratitude. J'ai trouvé beaucoup d'apaisement dans la gratitude.
Je rentre en mode gratitude, je rentre en mode ancrage du coup dans le présent, ça c'est hyper important. Se dire que le passé appartient au passé, il a construit celle que je suis, ok, mais il faut pas être passéiste parce que sinon on est effectivement dans la nostalgie, dans les regrets, ne pas être trop non plus dans une projection. Si vous êtes tout le temps là en train de vous dire moi pour être heureux il me faudrait ci, il me faudrait ça, ça fait peser une énorme pression sur vous et sur votre cerveau. Alors oui, du coup tout non. Le présent, là, maintenant, chaque jour après chaque jour. Donc les années passent, voilà, donc on va dire, à peu près 7 ans, 7 ans doivent s'écouler. J'ai fini mon travail de développement personnel. Ouais. On dit qu'on n'a jamais vraiment fini, mais en tout cas, Heureusement. j'avais fait le plus gros du chantier, je veux dire, je me sentais en confiance avec moi, oui, sûre de moi, en capacité, je ne me sentais plus victime, je savais que je pouvais dorénavant poser un nom, et que ce nom, il serait entendu, que non, je n'étais plus la petite fille de 8 ans, qu'aujourd'hui j'étais une adulte. Voilà, tout ça, c'est le cheminement qui s'est mis en place pendant toutes ces années. Et pourtant, j'étais toujours dans mon obésité parce que je pense que inconsciemment, il y avait quand même toujours cette enfance, cette possibilité du prédateur, cette envie de se protéger. Et c'est là où je me tourne vers la kinésiologie. Je ne rencontre quand même toujours que des tocards et des trop gentils. Je me dis, mais c'est pas possible, du coup, je l'ai conscientisé. Je me dis, mais pourquoi, du coup, je rencontre pas le gars super bien qu'il me faut? Et je me tourne vers la kinésiologie parce que si je pouvais faire une métaphore sur ce qu'est le kinésiologue, ou ce qu'est notre vie plutôt, mais ce que la kinésiologie a comme précepte, c'est de dire qu'en fait, notre vie, on est un magnétoscope. Alors, excusez-moi pour la référence des plus jeunes qui nous écoutent, du coup. Est-ce Un que vous avez la magnétoscope, je ne sais pas si vous avez la ref. Mais bon, c'est un endroit où on mettait une grosse cassette pour regarder un film et on avait la télécommande. On pouvait quand même mettre pause, avance rapide et retour en arrière, mais c'était un petit peu compliqué. Voilà, les bandes étaient quand même pas très fiables. Mais du coup, je parle avec ce kinésiologue et je comprends quelque chose de très puissant à ce moment-là. À ce moment-là, je me sens coupable. J'ai travaillé sur moi, j'ai cherché à régler mes problématiques. Pourtant, Tu te sens engluée toujours je dans me le sens même quand truc. même engluée et tout le temps, je reviens et je me dis, mais c'est moi, quoi. Ah, c'est bon. En fait, c'est moi qui suis trop nulle. En vrai, du coup, t'as rien compris, quoi. T'y arrives pas, tout ça. Et la kinésiologie, pour ça, me sort complètement de cette croyance-là. Parce qu'en fait, la métaphore, c'est de dire, notre vie, enfin voilà, notre cerveau, c'est le magnétoscope, ok? Ça, c'est notre vie. La télécommande, c'est ton conscient. Et la cassette qui tourne, c'est ton inconscient. Alors, bien sûr, avec ton conscient, tu peux mettre pause. Tu peux faire un peu marche arrière et puis tu pourrais tenter de faire un petit peu marche rapide, du coup, sur ce qui se passe. Par contre, avec ta télécommande, tu peux pas changer le fil de La ta bande, cassette, ouais. la bande de ta cassette qui est en train de tourner. Généralement, il faut 3 séances, hein, c'est pas plus long que ça. Mhm. On écoute les problématiques du corps, c'est une technique un petit peu particulière. Et puis en clair, le principe de la kinésiologie, c'est de sortir la cassette. On déprogramme. On déprogramme, on sort la cassette. Tout n'est pas bon acheté dans le film de ma vie, heureusement. Mais du coup, on va aller couper les petits morceaux de bande où là c'était compliqué, où là, ça ne convenait pas. Et du coup, on remet la cassette après ça. Je fais ces 3 séances. Généralement, elles sont espacées d'1 mois. Hein, le temps, toujours pareil, tu vois, ce mois, il Infuser. revient quand même souvent. Hein, Ouais, le c'est temps vrai. d'infuser, de digérer. Mais au bout de 3 mois, rien ne se passe de particulier. J'ai pas l'impression qu'il soit passé grand-chose. Bon, j'ai compris, on a parlé à mon corps, visiblement, qui a dit, t'as tel trauma, t'as tel truc, t'as tel machin. Et on a vu, on a coupé des bandes, on a recollé, on a mis. Et à un moment, le kinésiologue me remet la cassette et me dit, bah c'est bon, du coup, c'est bon. Elle dit, bah c'est bon, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit bon, quoi. Là, tout de suite. J'avais pas senti le changement comme ça, c'est pas super évident. Mais bon, comme j'en ai conclu que c'était dans mon inconscient, je me dis, bon, écoute, c'est peut-être normal. Et c'est là où l'histoire devient magique, parce qu'il faut un moment magique quand même. Ah du ouais. coup. C'était 3 semaines après ce dernier rendez-vous du Ouais. coup chez le kinésiologue, à l'occasion d'une visite d'un appartement que ma meilleure amie a acheté avec son mari, donc c'était leur premier achat. Donc il me demande du coup de venir pour parce qu'on prend les avis des copains. Est-ce que tu penses qu'il est sympa? Est-ce que tu penses que je fais bien dans la bonne rue, ainsi de suite. Donc je me rends du coup à ce rendez-vous un soir pour aller visiter avec eux, contre-visiter leur appartement. Depuis quelques années, donc, ma meilleure amie est était en couple du coup avec son partenaire, enfin qui est maintenant son mari, déjà depuis quelques années, et il avait un frère. Et ce frère, je le côtoie au cours des soirées Oui, tu l'avais entre déjà vu. amis. Voilà, je l'avais déjà vu. Ça fait plusieurs années, de fait, qu'on se connaissait. J'avais perçu, parce que j'avais perçu que je ne le laissais pas indifférent. Ouais. Mais vraiment, c'est no way. On n'y était pas, quoi. Hein, je veux dire, t'es sympa, hein, mais alors vraiment, je l'envisageais pas du tout comme ça, quoi.
pour moi, on n'avait pas de points communs, on n'aimait pas les mêmes choses, on n'aimait pas le même style de musique, on n'avait pas la même manière de vivre. Et puis physiquement, je t'avoue, quoi, il me plaisait pas, quoi. Et alors, tu vois, je me revois encore, vraiment, hein, ça va faire 15 ans, du coup, là, au mois de décembre. Donc, je me revois, je savais pas qu'il allait être là. Et je me revois traverser le passage piéton et le voir. Et puis, là, je crois qu'il y a quelque chose qui s'explique pas, quoi. En moi, le feu, les papillons. Oh, Et là, je le wow. regarde. Et en fait, je me dis, mais je sais pas, enfin, c'est pas je me dis, c'est je Ton ressens corps dans mon te dit. corps que, en fait, lui, c'est ton âme sœur. C'est lui, quoi. Incroyable. Ah oui, incroyable. Même moi, je ne m'en C'est remets pas. tellement beau. Hein. Incroyable. Avant, j'étais pas prête. Avant, je ne le voyais pas. Grâce à la kinésiologie, qui en fait, je pense, a calmé du coup mon inconscient et a permis, en fait, vraiment littéralement à mon inconscient d'être prêt et donc à mon conscient d'accueillir pleinement du coup mon âme sœur. Fast forward. Ouais. Aujourd'hui, au moment où tu le rencontres, tu as déjà lancé ton activité tu vois, d'ambassadrice du bonheur et voilà, de vente. Ça se joue, on est à 1 mois et demi près. On est tout, tu vois. Donc tout arrive en même Tu vois, temps dans ta tout vie. arrive en même temps. Ta rencontre Exactement. avec Florian, puisque Ouais, c'est c'est comme ça. ça qu'il s'appelle. C'est ça. Et cette nouvelle activité. C'est ça. Et là, on est 15 ans plus tard et tu es à fond avec ton âme sœur. Exactement. Avec qui vous avez 4 enfants. Oui, c'est ça. Donc, vous avez construit une vie de famille. Tu as l'air extrêmement heureuse et épanouie C'est ça, c'est auprès le de cas. ton âme sœur et de tes enfants. Tout à fait. Et tu t'éclates toujours autant dans ton rôle d'ambassadrice du bonheur auprès de ces femmes. Qu'est-ce que tu dirais, Margot, à la jeune fille de 16 ans qui est quand même aux prises avec une vie qui, jusqu'à maintenant, l'a pas laissée bien tranquille et qui se dit j'ai raté mon option Je lui dirais qu'il faut qu'elle ait confiance et qu'elle est forte. Beaucoup plus forte qu'elle ne le croit et qu'elle va s'en sortir. C'est l'espoir que je lui donnerai. Je lui dirais qu'en fait, il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir et qu'en fait, les choses vont aller mieux. Et j'aurais vraiment, effectivement, voulu qu'on me dise ça. Voulu qu'on me dise que malgré tous les traumas, on a cette capacité en nous de résilience. On a cette capacité en nous, cette force en nous qu'on ne soupçonne pas. Et on est toutes comme ça. On l'a en nous. On est toutes capables. On est toutes fortes. On est toutes extraordinaires. On a le pouvoir. Mais ça vient de nous. C'est un choix qu'il faut faire. À un moment, il faut choisir de vivre. Et c'est ça que j'aurais voulu qu'on me dise. Vis, ne survis plus, mais vis et choisis de vivre. Ça te fait quoi quand on fait un retour en arrière comme ça, sur un temps très condensé? Ça fait 1 heure qu'on se parle? Je vais te dire, je suis tellement fière de moi, tellement fière de la vie que j'ai, de ce que j'ai réussi à transcender et tellement fière aujourd'hui d'apporter ça aussi à d'autres au travers de mon métier, au travers de mes rencontres, au travers des amis que je côtoie. La vie est merveilleuse. Et surtout, on n'en a qu'une. Et surtout, on passe sa vie avec soi. C'est avec vous, hein, que vous êtes de vos zéros jusqu'à la fin. C'est vous. Vous devez faire de vous votre meilleur allié. Si vous faites preuve de gratitude, si vous faites preuve de bienveillance envers vous-même, si du coup, vous faites de vous votre meilleur allié, vous verrez la vie, mais elle aura une saveur mais incroyable. Moi, je me lève tous les matins, je suis heureuse, profondément heureuse. Et ça veut bien dire que c'est possible. Parce que je ne suis pas Wonder Woman. Croyez-moi, je suis comme vous, exactement la même. Je te propose qu'on finisse sur les questions rituelles. Oui. Est-ce qu'il y a dans ton parcours un livre qui t'a éclairé? Oui, donc L'homme qui voulait être heureux, de Laurent Gournel. Alors déjà, j'aime bien sa manière d'écrire, parce qu'il mêle la fiction et le développement personnel. Ça se mêle aussi dans une histoire qui fait travailler l'imaginaire. Et du coup, qui justement parle de cet homme qui va voir finalement un vieux guérisseur au Brésil, qui lui soigne une blessure au pied et qui lui dit en fait, vous n'êtes pas vraiment heureux. Et de cette affirmation et au gré des rencontres du coup qu'il va faire, il va comprendre qu'est-ce qu'est le bonheur, quelle définition il va lui en donner, quelles sont les pensées limitantes. En fait, tout part de nous. Et qu'est-ce qui fait que nous, on se limite et qu'on n'arrive pas à essayer de transcender ça. Est-ce qu'il y a un rituel bien-être qui te fait du bien? Oui. Alors, ça, c'est un rituel, du coup, bien-être. Ça fait 5 ans que je l'ai mis en place.
je me fais masser à la maison tous les mois, voilà, pendant 1h30, pour 2 raisons. La première, c'est pour la détente de mon esprit, voilà, vraiment un moment d'abandon uniquement pour moi. C'est à moi, du coup, que je fais du bien. Et puis pour mon corps, que je remercie de tenir le coup, le choc dans une vie à 1000 à l'heure, avec 4 enfants, un mari, le travail, mes investissements dans les associations de mon village. Et je pense que ça vaut le coup, hein. Il est là, on est en bonne forme, il fait vraiment le job, quoi, du coup. Donc, je pense que lui, ça lui fait du bien et il a le droit d'avoir un merci aussi. Et une question à laquelle tu as déjà répondu, mais moi j'ai envie de te réentendre parce que tu le portes tellement bien et à l'aune de ton histoire, c'est tellement puissant. Est-ce que tu es heureuse, Margot ? Profondément, profondément heureuse. Ouais. Et j'ai cette grande chance. J'aime pas trop dire de la chance parce que je pense que je me la suis créée. Hein, c'est moi c'est moi qui suis responsable de ce bonheur-là. Autant je m'étais toujours dit, je pense que quand je mangeais mon pain noir, quand j'avais tous ces traumas, je me suis souvent culpabilisée, je me suis souvent dit que c'était de ma faute. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit, au moment où j'ai entamé un peu le processus de développement personnel, je m'étais toujours dit, si un jour j'y arrive, si un jour je m'en sors, si un jour le pain blanc arrive, crois-moi, je vais pas bouder mon plaisir. Et je le fais avec une telle intensité parce que j'ai tellement été dans le noir avec une intensité très forte que je me refuse, en fait, de ne pas vivre mon bonheur avec la même intensité que j'ai vécu mon malheur. Les mots me manquent pour conclure notre échange. Je suis profondément touchée et remuée même par tout ce que tu as déposé avec de la justesse et de la générosité. Et merci du fond du cœur. Et on s'était dit qu'on ferait ça aussi en conclusion de l'épisode. Oui. On a une pensée très forte, déjà pour ces amis très chers qui nous ont mis en contact. Oui, tout à fait. Et puis on a aussi une très douce et forte pensée pour Marie, qui se reconnaîtra. Oui, tout à fait. Merci pour elle, du coup. Merci beaucoup, Margot. Merci à toi, Hermeline. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines as it opens. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Where your mind is a space